Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour la formation d'aujourd'hui dans le cadre des ateliers d'IFTM avec le cabinet Equinox représenté par Emmanuel Lope. Bonjour. Alors, je vois que certains et certaines commencent déjà à le faire, donc vous avez maintenant l'habitude de ces formations sur Zoom. N'hésitez pas donc à utiliser la discussion pour interagir les uns avec les autres, ainsi que poser vos questions à Emmanuel. Elle n'a pas accès à la discussion. Je serai donc en charge de relayer les questions ou remarques au fil des thèmes et au fur et à mesure des sujets. Plusieurs thèmes autour du droit vont être abordés aujourd'hui. Essayez donc de poser vos questions au fil des thèmes et de ne pas anticiper ou poser vos questions après pour plus de fluidité, puisqu'Emmanuel prendra des temps à chaque fois pour répondre aux questions en fonction des thèmes. Merci aussi de ne pas citer de marque dans vos questions et remarques. Cela permettra à Emmanuel d'avoir des réponses plus libres et de respecter la déontologie que le métier d'avocat lui impose. On va pouvoir commencer la formation d'aujourd'hui. Je remercie chaleureusement Emmanuel de nous accompagner et d'être notre partenaire dans le cadre de ces ateliers d'IFTM. C'est le deuxième rendez-vous du cycle sur le juridique que l'on fait ensemble et nous sommes ravis. Eh bien, moi aussi, je suis ravie. Merci IFTM Top Reza, merci Valentine et merci toute l'équipe. Je remercie également Frédéric Laurin pour avoir initié ce partenariat. On en avait parlé avant la crise, avant le Covid, et je suis ravie de pouvoir malgré tout assurer ces formations sous un format que vous commencez à bien connaître, qui sont les webinaires. On va essayer de faire quelque chose d'attractif et qui ne vous donne pas mal à la tête. Notre second sujet, c'est donc l'aérien au sens large. Et je vais aborder, je ne vais pas vous donner un cours de droit, je vous rassure, même si le slide que vous voyez s'intitule le droit applicable, mais je voudrais vous donner un peu le contexte dans lequel s'inscrit la vente de billetterie aérienne, finalement, les droits de vos clients, votre positionnement de manière générale, et puis ensuite en entrant un petit peu dans les contentieux. Alors, on va procéder comme ça, on va avoir 4 thèmes, et puis je vous invite à poser, comme le disait Valentine, vos questions. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est peut-être de vous rappeler un petit peu, tout simplement, quels étaient les droits des clients, ce que l'on appelle en droit aérien les passagers, parce que j'entends souvent beaucoup de choses sur ce droit qui n'est pas forcément fondé, et je suis là pour essayer de vous éclairer. Donc, n'hésitez pas sur cette thématique à nous interroger. Vous avez vu dans le slide d'introduction que globalement, 2 textes s'appliquent sur les droits des passagers. On a le maintenant, je l'espère pour vous, très connu règlement aérien qui porte le numéro 261/2004, qui remonte au 11 février 2004 et qui a pour vocation de traiter les retards de vol, les surréservations et les annulations de manière un petit peu automatique. Vous pouvez retenir ça. Le règlement 261/2004 donne des solutions automatiques pour les désagréments que subissent vos clients, les passagers des compagnies, dans la mesure où on est parti du principe qu'un consommateur de transport aérien, finalement, quel qu'il soit, subit le même préjudice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui subit un retard sur un vol Paris-Madrid par rapport à quelqu'un qui subit un retard sur un autre vol Paris-Moscou, Paris-Johannesburg. On est parti du principe que le désagrément occasionné était le même. Donc, retenez une certaine automatisation des indemnisations, je vais y venir, tandis que la Convention de Montréal, qui, elle, date de 1999 déjà, 28 mai 1999,
permet, alors surtout pour les retards, mais on peut considérer qu'elle gère aussi les annulations dans la mesure où une annulation, c'est un très grand retard. Cette Convention de Montréal va permettre de personnaliser les indemnisations qui vont être, les réparations qui vont être octroyées aux passagers. Vous voyez, d'un côté, automatisation, de l'autre côté, personnalisation des réparations. Alors, le principe, si vous voulez, si on parle du règlement européen, je pense que vous le savez, ce règlement instaure une grille d'indemnisation en cas d'annulation et en cas de retard de vol de plus de 3 heures, lorsque la compagnie aérienne part d'Europe, pour nous, on va dire part de France, toute compagnie aérienne, française, étrangère, ou bien lorsqu'une compagnie européenne revient en Europe. Et là, c'est seulement les compagnies européennes retour qui sont soumises à ce règlement européen. Donc, par déduction, vous aurez bien compris qu'une compagnie non européenne qui fait un vol, on va reprendre Johannesburg, Paris, si elle n'est pas communautaire, cette compagnie, elle n'est pas soumise au règlement européen. Alors, le principe sont d'abord des indemnisations donc forfaitisées, je vous le disais tout à l'heure, en fonction du kilomètre, des kilomètres du vol. Vous savez, c'est 250, 400, 600 euros. Mais au-delà de ces indemnisations un peu forfaitaires, on a des principes qui sont de prendre en charge et d'assister vos clients, les passagers. C'est-à-dire les prendre en charge, leur proposer, lorsque leur vol est annulé ou retardé de manière très importante, leur proposer de remplacer son vol sur le premier vol disponible, ou si le remplacement n'est pas possible, de rembourser ce vol. Vous allez voir où je veux en venir parce que depuis février-mars 2020, on vit une période un peu tendue à ce niveau-là, dans la mesure où lorsque la compagnie n'est pas capable de remplacer le vol dans un délai raisonnable, elle doit rembourser le prix du billet passager et elle a 7 jours pour le faire, sauf si, par accord, le passager accepte un bon d'échange. J'insiste sur l'accord du passager à ce niveau-là. Donc, le règlement européen gère le confort et le bien-être et l'indemnisation des passagers de manière donc forfaitaire. Par exemple, si on leur propose un vol de remplacement le lendemain, bien, la compagnie doit les héberger dans un hôtel, doit les restaurer. Alors, on est un peu dépassé sur ce sujet. Le règlement prévoyait aussi que la compagnie doit leur permettre d'envoyer des emails ou des téléx. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des smartphones, on a un peu dépassé ça, mais c'est toujours dans le règlement qui n'a pas été rénové. Donc voilà, et elle doit les emmener, les transférer vers le nouveau vol de remplacement. C'est ce qu'on appelle l'assistance, et donc la prise en charge, c'est remplacement du vol ou remboursement sous 7 jours. Alors, il existe dans le règlement européen une notion qui s'appelle les circonstances extraordinaires dans la version française et qui vont apporter une nuance à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ces circonstances extraordinaires vont simplement exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation. Les indemnisations forfaitaires que je vous ai parlé, elles ne sont pas dues lorsqu'il y a des circonstances extraordinaires. Alors évidemment, ici, je vous résume tous ces principes parce qu'il y a quelques petites subtilités, mais je ne voudrais pas compliquer le débat. Et en revanche, ces circonstances extraordinaires n'exonèrent pas la compagnie de ce que je vous ai exposé juste avant, c'est-à-dire la prise en charge et l'assistance. Donc, la seule chose qui saute, ce sont les indemnités forfaitaires. Alors, un mot sur la Convention de Montréal. Je vous ai dit qu'elle visait à une indemnisation personnalisée. Ça veut dire que le passager qui va prouver un préjudice qui ne serait pas réparé par les indemnités forfaitaires qu'on vient de voir dans le règlement européen peut tout à fait exposer ce préjudice, qui est donc un préjudice supplémentaire qui lui est propre, et il va pouvoir en réclamer l'indemnisation au transporteur sous un plafond. C'est-à-dire que là, on n'est plus sous des forfaits, comme dans le règlement européen, mais on est sous des plafonds. Donc, il y a un plafond. Alors, je vais vous dire
grossièrement, on est à pas loin, pour du retard de passagers, on va être en euros à pas loin de 6 000 euros, 5 700, 6 000 euros. Pour les bagages, on n'en parle pas ici, c'est un peu moins, peut-être 2 000 euros. Et vous voyez, on a des plafonds. Ça veut dire que ce n'est pas un forfait. Le passager ne va pas dire, selon la Convention de Montréal, j'ai subi un préjudice à cause de votre annulation de vol, je veux 6 000 euros. Non, il faut qu'il prouve qu'il a un préjudice qui entre dans cette limite de 6 000 euros. Ça, c'est important parce que on a parfois pas mal de réclamations où les passagers, bizarrement, ont un préjudice qui est de 6 000 euros. Alors, ces deux textes peuvent tout à fait se combiner, mais vous aurez peut-être remarqué qu'à l'occasion de la crise du Covid, on a beaucoup parlé du règlement européen pour la simple raison que la plupart des compagnies se sont trouvées face à un afflux de demandes de remboursement de billets annulés. Et alors on n'est pas du tout là pour polémiquer, mais elles ont exprimé à ce moment-là, notamment par la voix de leur organisation qui est l'État, leurs soucis et leurs risques qui consisteraient à rembourser tous les billets d'un coup. D'où, on le verra en deuxième partie, d'où des contentieux assez importants, soit en direct par les passagers, soit vous, les agences et les tours opérateurs, parce que les remboursements ne sont toujours pas intervenus. Et je vous le redis, le Covid, les conséquences de la pandémie peuvent constituer des circonstances extraordinaires, fermeture des frontières, interdiction de vol. La pandémie elle-même, ce n'est pas une circonstance extraordinaire, on la connaît, elle existe, mais ce sont ses conséquences et les décisions qui sont prises qui sont des circonstances extraordinaires. Il n'y a pas d'indemnisation forfaitaire, en revanche, l'obligation de remboursement sous 7 jours, on peut dire qu'elle est un peu théorique avec ce qui se passe en ce moment, persiste. Voilà un peu l'aspect juridique. Alors, est-ce qu'on a, Valentine, des questions? Pour le moment, pas de questions. Pas de questions. Pour souhaiter de nouveau la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps et à vous inviter à utiliser la discussion pour poser vos questions en envoyant votre message à tous les panélistes et participants. N'hésitez pas. Sur ce sujet, moi, voilà, je voulais vraiment vous faire un petit résumé. Et vous allez voir que quand on va aborder plus précisément la place de vos agences, des tours opérateurs dans cette chaîne qui consiste à vendre de la billetterie, il y a quelques subtilités supplémentaires à connaître. Là, je voulais vraiment vous donner les droits de vos clients, tout simplement parce que vous êtes en première ligne quand vous vendez de la billetterie. On va voir les différences entre la vente de billetterie dans le cadre des forfaits, dans la vente de billetterie sèche. C'est important de pouvoir faire face à un client en toute amitié pour lui dire, voilà, moi, agence, voilà ce que je peux faire, voilà ce que vous, éventuellement, vous pouvez faire. La crise du Covid, ça a été l'occasion, par exemple, pour ceux qui ont fait des vols secs, de conseiller aux clients de s'adresser directement à la compagnie aérienne. Et je vais vous expliquer pourquoi dans ce deuxième temps, on va dire un peu juridique. Oui, Valentine, avec plaisir. Alors, on a des questions. Est-ce que tu as un tableau qui classifie les compagnies qui sont sujettes à ce droit européen et celles qui ne le sont pas. Et quel droit peut-on appliquer pour les compagnies hors Union européenne? Alors, c'est une très bonne question qui vient presque conclure cette partie-là. Alors, je ne sais pas combien il existe de centaines de compagnies dans le monde, mais ce que vous devez retenir, je vous le redis peut-être pour ceux qui sont arrivés un peu après, le règlement européen s'applique vraiment de droit à toutes les compagnies au départ de l'Europe. Là, on n'a pas besoin de se poser la question du pavillon de la compagnie et de là où elle est enregistrée, d'accord? En revanche, pour les vols retour vers l'Europe, elle ne s'applique qu'aux compagnies communautaires. Donc, on a dit qu'on ne citerait pas de marque, mais on ne cite pas de marque quand c'est désagréable. Mais quand c'est illustratif, je peux vous dire, par exemple, prenons un vol Paris-Marrakech aller-retour. Eh bien, la compagnie Air France est une compagnie communautaire.
l'aller comme le retour, s'il a des péripéties d'annulation de retard, seront soumis au règlement européen. Si on prend la même chose sur une compagnie qui serait, par exemple, la compagnie nationale marocaine, Royal Air Maroc, le vol aller Paris-Marrakech sera soumis au règlement européen. En revanche, le vol retour ne le sera pas, parce que la compagnie n'est pas enregistrée en Europe. L'Europe, d'ailleurs, est même signataire de ce règlement. Elle est partie à ce règlement européen, mais l'Europe seulement, pas les autres pays. Il y a un principe, ce qu'on appelle la souveraineté des États. Donc, on ne peut pas imposer un droit européen à des compagnies non européennes. Donc, je ne peux pas vous donner une liste, c'est simplement un raisonnement que vous pouvez appliquer. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, qu'est-ce qu'on fait alors pour les compagnies non européennes en vol retour? Eh bien, on se retourne pour les compagnies qui dépendent d'un pays signataire de la Convention de Montréal, ils sont très nombreux. Hein. Celle qui précédait était une convention de 1929, qui était la Convention de Varsovie. On n'utilise plus beaucoup, à tel point que je suis obligée de me replonger dedans si jamais ça doit m'arriver. Donc, on va se retourner vers Montréal. Et là, à partir du moment où la compagnie fait partie d'un pays signataire, d'ailleurs le pays de départ et le pays d'arrivée sont signataires de la Convention de Montréal, c'est elle qui va s'appliquer. Et donc, on va sortir de la réglementation un peu forfaitisée que je vous ai décrite tout à l'heure pour le règlement européen, et on va entrer dans un débat de réparation personnalisée pour une personne qui va vous dire, par exemple, bah, moi j'avais un vol Marrakech-Paris sur une compagnie non communautaire, ben moi j'ai tel préjudice et je vous demande tant, à condition de rester, un, de prouver ce préjudice et deux, de rester sous le plafond d'indemnisation. Voilà un peu comment vous pouvez raisonner. Donc, il n'y a pas besoin de tableau, en fait. Vous regardez où est inscrite, où est enregistrée la compagnie. Très bien. Et quand il y a des vols qui seraient compris dans un forfait? Alors, on va y venir à cette différence. C'est une très bonne introduction pour ça. Regardez, hop. Et je vais vous parler justement de ça parce que le fait d'inclure des vols dans un forfait, c'est-à-dire de faire votre métier d'agence de voyage ou d'opérateur, va évidemment compliquer les choses. C'est pour ça que je voulais aborder dans ce deuxième point votre place, la place des professionnels en cas de vente de billetterie. Alors, vous l'avez sûrement déjà entendu, vous l'avez très certainement lu, mais vous n'avez pas la même responsabilité en tant que vendeur de billetterie quand vous vendez un forfait ou quand vous revendez un forfait ou quand vous produisez le forfait que quand vous vendez simplement du vol sec. Alors, si vous voulez, je vais peut-être évacuer dans un premier temps le vol sec. Vous êtes, dans ce cas-là, mandataire, aussi bien de votre client qui vous charge de lui trouver un vol et de lui vendre, que de la compagnie. Alors là, on va se trouver avec différents cas de figure. Certains parmi vous sont peut-être IATA, d'autres non, et passent directement, soit passent directement avec la compagnie et par exemple le service, parfois pour les groupes, ça va être un service groupe. D'autres parmi vous vont passer par une autre agence qui va émettre les billets pour elle, pour vous, ou un broker. Enfin, encore une fois, on ne va pas citer de marque, mais il y a des spécialistes qui vont poser des billets très aériens parce qu'eux sont IATA. Ça ne change pas les choses, si ce n'est qu'il peut y avoir un intermédiaire supplémentaire et que si vous confiez votre émission de billetterie à une agence tierce, vous n'allez pas vous-même être en relation avec la compagnie aérienne en tant que mandataire. Il va y avoir cette agence émettrice, d'accord, qui peut peut-être un peu compliquer les choses. Mais quoi qu'il en soit, et je vais vous donner des astuces à ce propos. En matière de vol sec, vous êtes donc mandataire. On va prendre le cas le plus simple où c'est vous qui vendez les billets, qui revendez les billets à vos clients. Vous êtes mandataire, ça veut dire que vous n'êtes pas responsable du contrat de transport. Et là, j'en profite pour vous indiquer qu'un billet aérien, ça représente deux choses.
La première chose, la vente du billet. Vous êtes agence, vous vendez un billet. C'est un contrat de vente de billets. Tandis que de l'autre côté, il existe un contrat de transport entre le passager et la compagnie. Alors, quand vous êtes mandataire et que vous faites du vol sec, vous êtes responsable de votre mission de vendre un billet. Il faut le faire correctement. Si vous faites votre mission correctement, vous n'aurez pas de raison d'être mis en cause en termes de responsabilité. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de mandataire. Vous avez fait votre mission, vous avez vendu ce qu'on vous a demandé, un billet avec des horaires, un aéroport, une compagnie qui existe, mieux, si possible qu'elle ne soit pas sur liste noire, quoique ça ne soit pas interdit. Vous avez fait votre mission. Et puis, le reste, c'est le contrat de transport entre la compagnie et le passager. Et donc, si on a des retards, des annulations, des changements d'appareil, là, c'est de la responsabilité de la compagnie, mais ça n'est pas de la vôtre, parce qu'on est dans du vol sec. Et par opposition, vous connaissez tous, hein, tous ceux qui sont là, qui sont agences de voyage ou tour opérateurs, vous connaissez tous ce fameux principe très français de la responsabilité de plein droit. Effectivement, pour répondre à ta question, Valentine, quand on vend un forfait, on est responsable de l'ensemble des services qui vont composer le forfait. Et même si on ne les produit pas soi-même, c'est le principe de vendre un forfait, on assemble ou on revend un forfait qui a été assemblé par exemple par un tour opérateur et il va y avoir de l'hôtellerie, il va y avoir des transferts, il va y avoir des excursions et il va y avoir du transport aérien. Alors le principe, c'est que pour faciliter la vie du client, on lui donne un seul responsable qui est en France très souvent l'agence distributrice qui, pour sa part, devra répondre malheureusement de ce qui s'est mal passé pendant le transport cette fois-ci. Mais je vous rassure, évidemment, la compagnie est redevable, doit expliquer ce qui s'est passé à l'agence de voyage. C'est peut-être, on le verra peut-être dans la partie réclamation, on va le voir sûrement dans la partie réclamation, c'est les recours en garantie, etc. Vous n'êtes pas tout seul, je vous le dis. C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique, si vous voulez. Certes, il y a une responsabilité de plein droit, mais vous pouvez vous retourner contre les compagnies aériennes. Donc ça, c'est votre place, voilà, que vous vendiez du vol sec ou des forfaits. Est-ce qu'on a des questions à ce stade, Valentine? Alors, j'ai une question qui est assez spécifique à un cas de figure. Je te la pose quand même, Emmanuel, parce qu'elle peut être intéressante pour pas mal de monde. Et je ne citerai pas de marque. Donc, imaginons qu'une entreprise, qu'une compagnie aérienne nationale n'ait pas pu transporter un voyageur parce que la combinaison d'un vol via une autre compagnie qui ne serait pas nationale aurait été manquée. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Est-ce que la compagnie nationale est légitime de répondre que la juridiction française ne s'applique pas, puisque la première compagnie qui a causé le retard ne dépend pas de cette juridiction française? Alors, oui, alors ça, c'est une question qui revient souvent. Il aurait fallu qu'on ait un peu plus de détails. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un forfait? Est-ce que c'est juste des problèmes de vol sec? Est-ce que l'agence, par exemple, a vendu les deux billets en les combinant? Il y a autant de… J'ai envie de dire qu'il y a autant de réponses que de configurations. Parce que si l'agence a vendu un premier billet sur une compagnie X, un second billet sur une compagnie Y, qui n'ont rien à voir entre elles, c'est tout à fait différent. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a une indépendance des compagnies. Et forcément, la seconde ne sera pas responsable si les passagers ont loupé leur second vol parce qu'ils sont arrivés en retard suite au premier. En revanche, si vous combinez vous-même des vols, et ça, c'est dans le cadre du forfait, mais dans le cadre du vol sec, vous avez quand même, en tant que professionnel, une obligation de conseil, par exemple, prévoir un temps de transit suffisant, mais vous ne serez quand même pas, en cas de vol sec, responsable du retard. On est bien d'accord, hein, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Si c'est dans le cadre d'un forfait et si vous combinez vous-même des vols, on revient sur le principe de la responsabilité et vous demandez des comptes aux compagnies.
Mais encore une fois, si les compagnies sont séparées et s'ignorent entre elles, évidemment, elles vont invoquer le fait qu'elles ne sont pas responsables de ce qu'a fait l'autre. Vous avez aussi un moyen, je pense, qui serait d'acheter toute la billetterie auprès d'une seule compagnie et elle confie certaines parties du vol, soit par des codes chers, soit à d'autres. Et là, on a recours à ce qu'on appelle en droit aérien à des notions telles que le transporteur effectif, c'est celui qui effectue le vol, et le transporteur contractuel, c'est celui auprès duquel on a acheté les vols. Et le responsable, dans le règlement européen, c'est le transporteur effectif. Dans la Convention de Montréal, on appelle ça le transporteur de fait. C'est lui qui a fait le vol. Donc, il ne faut pas se tromper quand on est mécontent de prestations. Qu'est-ce qu'on a vendu? Comment on l'a vendu? Comment c'était articulé? Quelle est la compagnie qui a effectué le vol? Est-ce que moi, en tant qu'agent, j'ai été informé? Vous voyez, donc c'est presque c'est du cas par cas, ce genre de choses. D'accord? Oui. Quelles sont les circonstances extraordinaires qui Bonne ne dépendent question. pas du transporteur? Alors, c'est une bonne question parce que dans le règlement européen, les circonstances extraordinaires, si vous voulez que je résume un peu, ça se rapproche de la force majeure. C'est un peu plus large, mais c'est des circonstances qui vont impacter le vol ou la sécurité du vol et donc le retarder ou l'empêcher. Okay? Mais on a une jurisprudence européenne qui remonte, qui date de 2009, qui est venue définir très strictement les circonstances extraordinaires. Alors, autant dans le règlement européen, on a une espèce de liste qui n'est pas limitative. On nous parle de grève, on nous parle de décisions qui affectent la sécurité, de gestion du trafic. Mais la jurisprudence européenne, elle est venue, comme elle le fait souvent, parce qu'elle le fait dans l'intérêt des consommateurs, ça c'est le motto de la jurisprudence européenne, elle est venue restreindre les cas de circonstances extraordinaires, on va dire globalement à 3 cas, et vous allez voir que c'est, comme on dit, coton pour les prouver. Ça va être les vices cachés qui vont affecter l'appareil, ça va être des actes de sabotage, donc un peu ambiance années 50, vous voyez, et des actes de terrorisme. Et selon la jurisprudence européenne, tout ce qui est inhérent à la maintenance des appareils par une compagnie ne peut pas constituer une circonstance extraordinaire. Donc, les fameux problèmes techniques, c'est une décision qui a été rendue à propos des compagnies, que la plupart des compagnies, pendant de nombreuses années, ont brandi comme excuse en disant « mais j'avais un problème technique, c'est une circonstance extraordinaire, je ne vous donne pas 600 €, par exemple, ou votre client n'y a pas droit ». Là, maintenant, on est beaucoup plus sévère. Ça peut être, par exemple, des conditions météo qui sont… alors là, vous allez me dire, la météo, ça se prévoit, mais parfois, ça ne se prévoit pas. C'est-à-dire que ça devient tellement énorme, une tempête de neige imprévue, voilà, ça peut constituer une circonstance extraordinaire. On peut avoir des décisions de grève. Alors là, on a tantôt des juges qui disent la grève des contrôleurs, c'était prévisible, donc ce n'est pas une circonstance extraordinaire. Puis d'autres décisions qui vont dire oui, c'est vrai, vous, la compagnie, vous n'y pouvez rien. Donc, ça va être un peu presque au cas par cas, mais on a ces grandes lignes-là. Il faut vraiment allier à l'effort pour que ça soit, en tout cas pour qu'un problème technique soit une circonstance extraordinaire. Idem pour la météo ou les grèves. Voilà un peu l'ambiance des circonstances extraordinaires. Donc, vous, les agences et les TO, quand vous vous plaignez auprès d'une compagnie, et je dis ça vraiment en connaissance de cause parce que j'en ai dans ma clientèle, donc je suis tout à fait claire là-dessus. Il faut que vous sachiez tout ça pour que quand vous recevez des mails plus ou moins automatiques qui vous disent « écoutez, on a eu un problème technique, c'est une circonstance extraordinaire, on ne peut pas donner suite à votre réclamation », accrochez-vous et demandez les justificatifs de ce que vous avancez. Ça, c'est important. Alors, moi, je voudrais, Valentine, peut-être avant de repasser à d'autres questions, attirer votre attention sur le cas particulier. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser ou de citer des marques ou quoi que ce soit, mais quand vous vendez des low cost, parce que moi, ce sont des questions qui me remontent très souvent, je sais que ce n'est pas simple d'intégrer les low cost dans vos programmes. Certains d'entre vous le font avec beaucoup d'aisance.
Pour d'autres, c'est plus difficile et puis ça va dépendre des low cost. On ne cite pas de marque, mais de manière générale, il est difficile pour vous de conserver une certaine traçabilité de l'aérien dans ces cas-là. Parce que pour certaines compagnies, vous n'allez pas pouvoir, vous, en tant qu'agence, d'abord parce qu'elles ne sont pas IATA, même si elles peuvent être accessibles, par exemple en GDS, mais il faut que vous puissiez montrer que vous, agence ou tour opérateur, c'est vous qui avez acheté le vol et non pas le client. Donc, vous vous souvenez, pendant plusieurs années, on avait au tout début des low cost la coutume de régler, vous demandiez au client sa carte bancaire pour régler les vols. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'agences qui travaillent quand même avec des low cost et qui utilisent leur carte bancaire. Mais malgré tout, et je m'en suis rendu compte encore plus à l'occasion de cette crise Covid et des billets annulés qui ne sont pas vraiment remboursés dans les délais de 7 jours, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On a beaucoup de compagnies low cost qui disent, écoutez, moi je ne vous connais pas, de toute façon je n'apprécie pas qu'en tant qu'agence vous achetiez mes billets. Donc, soit vous demandez à votre client de faire un pouvoir pour vous autoriser à demander le remboursement pour son compte, soit dites au client de se débrouiller sur notre site. Ça, c'est une vraie question. Malheureusement, les solutions sont plutôt à tendance contentieuse, c'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie, parce qu'il faut vraiment faire comprendre aux compagnies que vous êtes aussi leur partenaire. Et pour ça, et ça vaut pour tous vos achats de billetterie, dans vos achats, alors surtout quand vous les intégrez dans des forfaits, parce que le SEC, finalement, vous n'êtes pas responsable, mais enfin, pas responsable du transport. Prenez des précautions quand vous achetez votre billetterie, c'est-à-dire que montrez qui vous êtes. Vous êtes l'agence X, vous achetez de la billetterie et vous achetez de la billetterie pour l'intégrer dans des forfaits, dans votre production, au cas échéant. Vous l'achetez pour un groupe et vous l'achetez pour l'adjoindre à du terrestre. Ça, c'est vraiment important parce que, à la limite, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est leur travail. Les compagnies aériennes, elles se focalisent sur le transport aérien. Elles vont considérer qu'elles vendent du transport, point barre. Le problème en France, c'est que, parce que dans d'autres pays, c'est un petit peu différent, mais c'est qu'on vous a mis la responsabilité totale du forfait sur vos épaules en tant qu'agence ou tour opérateur. Donc, le forfait, ce n'est pas que du transport. Et si vous voulez pouvoir plus facilement répondre, donc, c'est-à-dire mettre en avant votre responsabilité vis-à-vis des clients passagers, il faut que la compagnie soit avertie que votre transport, vous allez l'intégrer avec du terrestre. Alors, parfois, ça coule de source. Vous avez, par exemple, des tarifs TO, par exemple, qui sont réservés uniquement s'il y a du terrestre derrière. Donc là, on ne peut pas dire que la compagnie ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Vous avez aussi le système qui consiste à passer des contrats avec la compagnie, notamment pour les groupes. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous n'avez pas accès à des contrats groupes, s'il ne s'agit pas de tarifs réservés avec du terrestre derrière, si vous réservez soit via un compte client, soit par mail, laissez la trace que vous intégrez l'aérien dans le terrestre. Et peut-être vous direz-vous, mais pourquoi on nous dit ça? Mais je suis sûre que vous le savez. C'est tout simplement pour montrer à la compagnie, si jamais il devait advenir une annulation, parce que les compagnies peuvent se dire, moi j'annule. Les compagnies, elles peuvent annuler, elles disent, bon, on vous rembourse. Par contre, vous, agence, on vous rembourse et on annule. Le problème, c'est que parfois, et on l'a vu avec le Covid, vous retrouvez le bec dans l'eau sur votre terrestre, que vous avez peut-être parfois réglé, qui est bloqué à certaines dates et pour lequel vous allez perdre les frais, voire la totalité. Et on peut entrer dans une discussion de prise en charge de votre propre préjudice, c'est-à-dire celui de vos clients aussi sur le terrestre, si la compagnie est bien prévenue que son aérien était intégré dans du terrestre. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça a été jugé. Une compagnie qui ignore que le vol qu'elle a annulé devait être suivi de prestations terrestres, on ne pourra même pas venir la chercher sur une indemnisation du professionnel que vous êtes. Si en revanche elle est au courant, là, on peut travailler le dossier. Ça, je voulais vraiment, c'est ce que j'appelle les précautions préalables, montrer que vous êtes en train de faire du forfait. Alors, c'est quelque chose qui est assez évident pour ceux qui produisent
qui ont l'habitude de produire, et pour les tour opérateurs, évidemment. Mais pour les professionnels qui vont produire, vous appelez ça du package dynamique. Alors, ce n'est pas du package dynamique, parce que le package dynamique, c'est quand le client compose, d'accord? Mais vous, les agences, si vous vous aventurez à composer vous-même, gardez bien ça en tête pour vous protéger. Alors, est-ce qu'on a des questions, Valentine? On a quelques remarques. Alors, notamment sur les compagnies low cost avec qui visiblement c'est très compliqué de travailler puisque elles n'annulent pas les vols, Oui. pas officiellement, et donc l'obligation de remboursement ne peut pas s'appliquer. Donc ça, c'est des remarques qui reviennent pas mal dans la discussion. Ouais, alors, c'est vrai que alors, on pourrait faire la journée entière sur l'aérien, on pourrait revenir sur les annulations Covid, l'ordonnance et tout ça, comment ça s'inscrit. Mais ça, c'est quelque chose. Il n'y a pas que les low cost qui font ça. C'est-à-dire que vous, les professionnels, vous êtes entre le client et la compagnie. C'est-à-dire que pour des raisons Covid en ce moment, hein, vous allez vous trouver dans la position de réfléchir à l'annulation du forfait, tandis que le vol est maintenu. Vous avez un client qui va vous dire les prestations terrestres ne sont pas possibles dans ce qu'il était prévu dans le contrat. Ça, c'est ce qu'on a vu à notre précédent séminaire de formation. Ils sont donc en droit d'annuler. Sauf que la compagnie, elle va maintenir son vol parce que la desserte est maintenue. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que ça vous oblige soit à attendre, mais autant l'année dernière, en 2020, ça valait le coup d'attendre parce que les vols étaient annulés au final par les compagnies. On le sait bien, d'où les litiges, d'où les poursuites par les associations de constructeurs, d'où les rappels à l'ordre, par les institutionnels, etc. Mais maintenant, depuis l'automne, depuis la fin du deuxième confinement, même s'il y a un couvre-feu, alors ensuite on a eu les motifs impérieux, on est toujours d'ailleurs dans les motifs impérieux, on a quand même des maintiens de vol. Je n'ai pas la solution. Il faut faire appel à beaucoup de négociations. Je sais que c'est facile à dire, être prudent dans vos achats, mais quand on parle de contrats qui remontent dans le temps, qui sont déjà des reports de reports, c'est difficile. Je sais parfaitement. Et merci pour ces remarques parce que on va essayer de peut-être les faire remonter. Peut-être qu'à l'issue de ces crises, il va falloir se mettre autour d'une table et discuter un peu avec les transporteurs pour les faire sortir un peu de leur tour d'ivoire. Ce serait pas mal. Alors voilà, ça ne se passe pas toujours bien. Allez-y, Valentine, il y a peut-être une question pour introduire ce deuxième temps. Oui, en effet, on va passer aux réclamations et on a des questions de plusieurs personnes qui demandent comment on fait savoir tout ça aux compagnies et comment on gère ces réclamations quand on a l'impression finalement d'être perdu et noyé. Alors, je comprends. Alors, aujourd'hui, vous avez plusieurs configurations quand vous êtes une agence. Soit vous avez le support de votre réseau, et ça, c'est très bien. Soit vous avez d'autres supports, comme les groupes Facebook notamment. Et je vous invite à jeter un coup d'œil parce que vous allez trouver beaucoup de réponses. Et puis, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus agir tout seul. Donc, il faut vous faire aider. Mais c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Mais vous savez, parfois, un petit courrier de mise en demeure, ça fonctionne pour se faire rembourser parce que je parle en tant qu'agence, hein, bien sûr. Au bout d'un moment, la DGAC s'en mêle. Hein, la DGAC, elle peut menacer, elle a eu beaucoup de signalements, presque 4000 signalements par les passagers eux-mêmes, puisque c'est les passagers qui peuvent saisir la DGAC. Et il faut savoir que c'est une institution ministérielle qui peut prononcer des amendes pour les compagnies qui ne se conformeraient pas à leur obligation de
remboursement. Donc, par exemple, vous pouvez aussi, pour ceux qui font du vol sec, amener les clients à le faire. Quand on est dans le forfait, là, il faut qu'on vous aide. Au bout d'un moment, vous n'arriverez pas tout seul. Et le spectre, si vous voulez, de la menace d'une amende, c'est quand même 7 500 € par billet, par infraction pour une compagnie aérienne. J'aime autant vous dire que moi qui suis allée représenter des compagnies à la commission passager de la DGAC, on ne fait pas les malins parce qu'on n'a pas grand-chose à dire et ils ont souvent… la sanction, elle tombe. Hein. La sanction tombe. Donc, ça fait partie des choses que les compagnies savent. Mais pour ceux qui se sentent un peu seuls, je ne sais pas si vous êtes, par exemple, adhérent des entreprises du voyage, mais il y a des solutions pour vous aider. C'est vraiment… je ne fais pas de publicité, mais comme on est partenaire avec les entreprises du voyage et IFTM et tout ça, et c'est vraiment une institution qui était déjà très utile avant, mais qui a révélé à l'occasion de la crise, ce que moi je savais déjà, parce qu'on était nombreux à savoir, mais un formidable appui pour les professionnels. Vous avez aussi la médiation qui peut être saisie aussi bien par les clients que par les professionnels. Et si, par exemple, les compagnies font partie de la médiation, parce qu'il faut faire partie éventuellement d'une fédération comme, je crois, la FNAM, qui fait partie de la médiation, c'est devant le médiateur qu'on va s'expliquer. Donc, voilà, ne restez pas tout seul, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire, parce que, hop, on revient un petit peu de manière générique, même si je vous ai donné pas mal de pistes avant, sur cette dichotomie entre forfait et vol sec. Ça, c'est vraiment important parce que j'ai souvent, moi, des agences qui sont stressées parce que j'ai encore reçu un mail hier, une agence qui a vendu du vol sec et qui me dit le client il hurle. Malheureusement, les agences sont fermées, mais heureusement, dans ce cas-là, l'agence était effectivement fermée parce que les clients se déplacent et hurlent en voulant le remboursement de leur billetterie sèche. Et il faut beaucoup de pédagogie pour leur expliquer qu'on n'est pas responsable et que l'argent, on ne l'a pas. Il est parti à la compagnie. Donc, il y a aussi la question de vos frais. Il faut savoir que quand vous vendez du vol sec, vos frais ont rémunéré votre travail de mandataire. Vous avez émis la billetterie. Donc, vous n'avez pas, par exemple, c'est une question qu'on m'a posée souvent, est-ce que je dois rembourser les frais que j'ai pris, qui sont pas faramineux, on sait en général, les frais que j'ai pris quand j'ai fait mon émission de billets, et puis après, le client va se débrouiller auprès de la compagnie. La réponse est non. Vous n'avez rien à rembourser parce que le travail, il a été rémunéré, il est fait. En revanche, il faut savoir qu'en cas de vol sec, la compagnie, si elle était au courant de vos frais, il faut qu'elle soit au courant des frais, elle doit rembourser la totalité de ce que le client a payé, pas seulement le prix du billet. Vous voyez la différence, il y a le prix du billet vendu par la compagnie, et il y a le prix de la prestation que vous avez vendu en vol sec, c'est-à-dire le billet plus vos frais. Si la compagnie connaît le montant de vos frais et le principe de vos frais, elle doit payer la totalité. C'est une jurisprudence européenne qui est toujours intéressant de connaître. D'où l'importance de toujours communiquer sur ce que vous faites vis-à-vis d'une compagnie, même quand vous vendez du vol sec et que vous êtes simple mandataire. Par exemple, quand vous avez des sites qui font de l'émission de billets, on connaît les frais. On sait qu'il y a des frais par tronçon, etc. Donc, ça incombera à la compagnie. Pour ça, voilà, quand il y a une réclamation client sur du vol sec, vous pouvez assister les clients, parce que je sais que vous tenez aussi à vos clients, vous ne voulez pas les laisser. Alors, ça marche beaucoup pour le business travel, par exemple. Vous avez des conventions de business travel, des conventions de voyage d'affaires, où il est prévu que vous apportiez une certaine assistance à vos clients entreprises, mais apporter son assistance ne veut pas dire endosser la responsabilité à la place de la compagnie. Attention à ne pas aller trop loin, même si je comprends qu'on ait envie d'assister ses clients. Donc ça, c'est pour la partie vol sec. Pour la partie forfait, on l'a déjà vu tout à l'heure, vous êtes pleinement responsable. J'ai coutume de dire que responsable n'est pas coupable. D'accord ? Donc, vous avez plusieurs principes qui vont venir encadrer les réclamations du client quand ils viennent se plaindre, parce que c'est la partie aérienne qui s'est mal passée dans le forfait. Pour l'anecdote, devant la médiation tourisme et voyage, qui je trouve est une formidable institution, menée par des gens non moins formidables, je crois que plus de 80% ou peut-être 85% des réclamations, c'est à cause de l'aérien.
sur des forfaits. Donc, c'est quand même une part très importante, mais vous avez des garde-fous. Alors, vous avez le premier garde-fou qui consiste à appeler la compagnie, dire voilà, moi, on vient me chercher parce que ça s'est mal passé, c'est vous qui avez géré l'aérien. C'est ce qu'on appelle le recours en garantie. Ce n'est pas toujours très simple, surtout, je rebondis sur une question qu'il y avait tout à l'heure, quand la compagnie n'est pas une compagnie installée en Europe, hein, elle va se réfugier un peu derrière son droit en disant ah ben moi je ne veux pas être ici, les tribunaux français je ne veux pas les connaître. Enfin, c'est pas toujours simple. Enfin moi je sais qu'elle ne nous facilite pas la tâche quand on fait ces fameux recours en garantie. Quand ce sont mes clients, je leur dis on va le faire. C'est complètement idiot de travailler avec les agences tout en disant je ne veux pas connaître les problèmes que je vous cause en tant que compagnie. Je trouve ça totalement surréaliste. Mais il y en a qui le font. En tout cas, le recours en garantie, c'est quand même, comme son nom l'indique, un recours qui va vous permettre d'aller chercher le vrai responsable et au final de le faire garantir une éventuelle responsabilité et condamnation. On a aussi un point important, et ça c'est écrit dans le Code du tourisme, c'est que tout ce qui peut limiter la responsabilité des compagnies aériennes via, on en a parlé tout à l'heure, une convention internationale comme la Convention de Montréal, ça va vous bénéficier aussi. Et ça, il faut vraiment l'expliquer. Là, on est plus dans le contentieux, vous voyez, mais il faut parfois l'expliquer à des juges. Leur dire, vous ne pouvez pas me condamner, moi, agence, plus que ce que vous pourriez condamner la compagnie aérienne. Il y en a qui l'ont fait, hein, mais c'est surréaliste. Dans la Convention de Montréal, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des plafonds de responsabilité, on ne peut pas les dépasser. Et parfois, il y a des juges qui disent, oui, mais vous êtes responsable de plein droit, donc vous allez prendre, en plus à votre charge, par exemple, l'indemnisation d'un préjudice moral, alors que dans la Convention de Montréal, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des plafonds, et ces plafonds valent pour tous les préjudices, y compris moral, matériel, etc. Donc, il faut bien connaître ça et se dire qu'on a cette protection par les conventions comme si on était la compagnie en quelque sorte. Et pour terminer toujours sur le forfait, une autre protection qui a été uniformisée en 2018 à l'occasion de l'entrée en vigueur en France de la directive européenne sur les voyages à forfait, on a maintenant une prescription de ces actions qui est de 2 ans. Avant, cette prescription de 2 ans ne profitait qu'aux compagnies aériennes. Maintenant, c'est aussi protection pour les agences de voyage et les tours opérateurs. Donc, c'est uniformisé, c'est intéressant. Quelqu'un qui se réveille au bout de 2 ans et demi en disant « Ah, mais mon vol s'était mal passé », c'est trop tard. J'ai eu le cas l'autre jour, vraiment malheureux, d'une agence qui a été assignée alors qu'elle était fermée, vraiment en plein premier confinement. Parce que je trouve ça totalement surréaliste d'envoyer des assignations pendant ce temps-là. Elle n'a pas pu prendre son acte, elle n'a pas été au courant. Elle a été condamnée. Le vol remonte à 2015. Donc, elle était d'office protégée normalement. Si elle avait pu avoir accès à cet acte d'assignation et se protéger, moi, j'aurais fait 2 lignes en disant prescription. Voilà, on n'en entendait plus parler. Vous voyez, c'est important de connaître ces choses-là. Alors, ça, ces réclamations prescrites par 2 ans, c'est vraiment sur le forfait et c'est intéressant. J'ai juste un petit souci, c'est que la prescription fondée sur le règlement européen, en cas de retard, annulation et réparation forfaitaire, elle est de 5 ans. Donc, j'attrape un peu parfois des migraines sur certains sujets pour essayer d'échapper aux 5 ans, mais quand des actions sont fondées uniquement sur la réparation et le règlement européen, c'est 5 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on a des questions, Valentine? On a des questions qui sont très, très, très précises, enfin, spécifiques. J'en choisis une, Emmanuel, puisqu'on a pas le temps de s'arrêter sur toutes. Que se passe-t-il pour un client qui a versé un acompte en 2020 pour un voyage qui aurait dû avoir lieu en juin 2021 et que l'agence a fait un nouveau contrat, mais pour juin 2021, un nouveau contrat et pas un report, et considère qu'il y a 30% de frais en cas d'annulation, bien qu'aucune réservation n'ait été faite.
Qui est-ce qui considère qu'il y a des frais? C'est la compagnie aérienne ou l'agence? J'imagine que c'est l'agence. Alors là, on sort un peu du sujet. Ouais. Alors, si la personne qui a posé la question peut expliciter. Oui, ça serait bien parce que moi, ce que je peux vous dire pour partir de cette question et en soulever une autre, en fait, je n'ai pas forcément la réponse, mais j'ai vraiment conscience, on parle des forfaits, que la partie aérienne dans des contrats qui ont été annulés suite à la crise Covid, on va dire mars 2020, puis vous avez émis les fameux avoirs qui ont été utilisés pour un nouveau contrat. Ce que tu disais, Valentine, un nouveau contrat. Il est difficile de composer avec la partie aérienne parce qu'on peut avoir des compagnies qui, elles, vont contre tout principe juridique qui les régit. Hein. Ils vont essayer de vous imposer des durées pour leur propre report. C'est-à-dire qu'elles vont dire ah ben moi, il faut consommer l'aérien avant telle date, ou alors je vous garde des frais d'annulation. Alors que le vol initial avait été annulé à cause du Covid. Ça, ce sont vraiment des difficultés qui me conduisent pratiquement à… C'est de la haute couture, vos dossiers, parce que c'est du cas par cas, on regarde ce qui se passe, etc. Donc, sur la question, la Valentine, qui a été posée, je pense qu'elle est un peu plus spécifique à ce qu'on a vu le mois dernier. Sur les forfaits, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais c'est qu'elle elle est très multiforme. J'espère avoir l'occasion d'y répondre plus précisément si on réaborde la question Oui, du forfait. tout à fait. Dans ce cas, je pense qu'on peut avancer. Oui. Et on va terminer. Alors, on a déjà abordé ça, mais je voudrais insister parce qu'il y a souvent des confusions. Vous voyez, je vous ai parlé des droits des passagers, je vous ai parlé des textes applicables qu'il est bon que vous connaissiez avec les grands principes, au moins pour que vous puissiez rétorquer à vos partenaires transporteurs en disant « moi, ça ne me suffit pas cette réponse. Il faut m'apporter plus d'éléments, il faut me prouver ce que vous me dites, etc. » Et vous vous retrouvez, alors là, on est vraiment sur le forfait, vous vous retrouvez au cœur des réclamations. J'illustre ce qui se passe avec le Covid, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des créances, c'est-à-dire vous avez de l'argent dehors chez des transporteurs. Je pense, j'ai une pensée particulière pour énormément de gens qui font du groupe, parce que ça peut, toute somme est importante. C'est pas la question, mais quand on a fait des groupes et qu'on a de l'argent bloqué chez les transporteurs qui ne l'ont pas remboursé, ou certaines compagnies qui disent demandez à vos clients d'agir. Si vous avez des groupes représentés par une personne qui s'adresse à votre agence, ce n'est pas pour que toutes les personnes composant le groupe mettent les mains dans le cambouis et se mêlent du contrat. Évidemment, votre rôle de professionnel, c'est d'être au front. Et ça, il faut que les compagnies le comprennent. Et je sais que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur d'action pour récupérer votre argent parce que peut-être que, et je parle vraiment par exemple des vols annulés l'année dernière, vos groupes, vos clients, vos individuels n'ont pas envie de repartir ni dans cette destination-là, ni sur cette destination-là. C'est tout à fait… et tous les fonds qui ont été conservés par certaines compagnies, il faut savoir que beaucoup d'entre elles se mettent en bourse, eh bien c'est illicite de le conserver. Et c'est illicite de vous obliger à les réutiliser dans des périodes précises, même en vous disant, mais on vous bonifie, on vous fait un avoir, on vous bonifie, on impose un avoir. Alors, non seulement les clients, on ne peut pas leur imposer un avoir, mais vous, agence, commercialement, parce que là, on n'est plus dans le règlement européen ou dans la Convention de Montréal, on est dans la relation commerciale. C'est pour ça que j'insistais en introduction, vous savez, sur les traces de votre contrat avec la compagnie. Pourquoi vous achetez de l'aérien? Et on est dans cette relation commerciale pour laquelle il va falloir vous battre pour obtenir les remboursements auxquels vous avez droit, parce que c'est vous l'interlocuteur de la compagnie aérienne. Ce n'est pas, le passager. Lui, le passager, il a son contrat de transport, il avait son contrat de transport. Mais là, on est sur la relation de l'agence ou du tour opérateur avec la compagnie, c'est-à-dire l'aspect commercial. Vous avez acheté des billets, ils ont été annulés, ils n'ont pas été remboursés. Alors, de façon un peu utopique, je vous ai mis une petite flèche amiable parce que on commence toujours par ça. On essaye, on envoie des mails, après on reçoit en réponse
des mails automatiques. Vous savez, même moi, en tant qu'avocat, quand on passe entre les deux, là, entre amiable et contentieux, c'est moi qui envoie un courrier de mise en demeure. Je reçois un courrier en anglais la plupart du temps. Bon, ça tombe bien, ça va, je comprends. Et on s'adresse à moi en disant Dear passenger, cher passager, alors que moi, je me présente. Hein. Je dis, je suis l'avocat de l'agence Intel, ça ne va pas du tout. On vous a acheté 45 billets, vous les avez annulés, vous n'avez pas remboursé. Je réponds, cher passager, merci, on a reçu votre réclamation, on va s'en occuper. Merci de nous envoyer copie des billets, etc. Ça m'agace et je passe à la phase contentieuse. Vous le faites. Et là, malheureusement, c'est parfois la seule voie qui nous reste pour essayer de se faire rembourser et de lutter contre cette inertie de certaines, encore une fois, pas toutes, ne sont pas toutes comme ça. On comprend qu'il y avait beaucoup d'argent à sortir. On comprend parce que dans le milieu du tourisme, on sait comment ça fonctionne. Hein, on encaisse de l'argent, on le conserve, on en verse une partie, on utilise le reste pour plus ou moins fonctionner. Les compagnies, on leur a dit la même chose. On leur a dit, mais où est l'argent en fait? Où est l'argent? Parce que on vous a payé, mais les vols ne sont pas partis, donc où est l'argent? Ça a vraiment mis à jour des problématiques. Et malheureusement, le contentieux, ou au moins un début de contentieux, ça va être la seule solution. Donc, pour préparer vos dossiers, pour ceux qui ont des sommes importantes dehors, qui ont vraiment des récriminations formulées, je fais la boucle avec ce que je disais tout à l'heure. Vous gardez bien les traces de ce que vous faites. Vous essayez le plus possible d'avoir des contrats. Vous savez, quand vous passez par des comptes clients, même des comptes B2B pour vos agences, gardez des saisies écrans parce que moi, j'ai quelques cas où le client me dit « mais non, mais ça a disparu » ou alors « j'ai plus accès. J'ai plus accès à mon compte client en tant qu'agence. » Gardez des saisies écrans, transformez-les en documents PDF, parfois c'est possible, le plus possible pour pouvoir prouver les billets, évidemment, les copies des billets, les numéros, etc., pour pouvoir prouver votre bon droit et le bien fondé de votre réclamation. Et on se bat pour vous, on est là. Encore une fois, je vous redis que vous avez un syndicat qui est vraiment à vos côtés là-dessus. Et puis, s'il faut passer par là, il faut passer par là parce que parfois, c'est le seul langage qu'on comprend. Et je le dis, mais vraiment en toute objectivité parce que moi, voilà, je ne suis pas là pour vous pousser à faire des actions, je suis là pour essayer de vous expliquer vos droits. Et plus vous allez au préalable prendre des précautions pour constituer vos droits, plus ça sera facile de les faire valoir par la suite. Ça nous est tombé dessus, on n'a rien vu venir il y a 1 an, 15 mois maintenant. Il faut que ça nous serve pour l'avenir, tout ça. Peut-être que ça va rebattre un peu les cartes sur les relations. Mais en tout cas, il faut que ça vous rende plus avertis sur et vos droits et comment les conserver, comment en garder trace, comment expliquer les choses à vos clients qui sont des passagers, hein, parce qu'on est dans l'aérien, mais comment faire valoir votre point de vue auprès des compagnies pour qu'on soit un petit peu moins le pot de terre contre le pot de fer et que vous preniez un peu de force pour ça. Est-ce qu'on a des questions? On arrive au bout. Tout à fait. Une dernière question que je vais essayer de généraliser sur la façon de faire les mises en demeure et les demandes en contentieux. Comment ceux-ci peuvent-ils se faire? À qui les faire parvenir? Et est-ce qu'une mise en demeure par mail peut fonctionner? Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, déjà, on l'a vu, réunissez vos éléments. Réunissez vos preuves, les billets, le total que vous avez exposé, le moment où vous avez acheté, c'est-à-dire en gros votre contrat commercial d'achat de billetterie. Donc, vous posez tout ça d'un côté. La mise en demeure va être simplement d'exposer à la compagnie, alors si possible, à une représentation en France. Pour certaines low cost, ce n'est pas simple parce qu'elles ont une adresse dans un aéroport en France. En ce moment, je peux vous dire que j'envoie des mises en demeure. Je revois les courriers qui me reviennent, non réclamés, locaux fermés, voilà. Donc,
je l'envoie aussi au siège dans des pays pas très très loin de la Bretagne et de la Normandie. Voilà, pour clair. Et, je vous recommande, alors, si vous voulez faire un mail, c'est bien. Si vous avez un contact, par exemple, euh, c'est rare, mais avec les low cost, non, mais peut-être avec les autres, vous avez un contact commercial, mais les commerciaux, ce n'est pas vraiment le juridique. Moi, je conseille toujours de l'envoyer au siège, à la direction. Vous pouvez mettre direction, mais par lettre recommandée à la compagnie. Vous pouvez mettre en copie par mail à votre interlocuteur si vous en avez un, mais faites un recommandé. Et voilà, je suis l'agence X, j'ai acheté alors, par, par mon compte client, par mail, par le service groupe, par le contrat, tant de billets, tant de montants. Ils ont été annulés par la compagnie à telle date. C'est moi votre interlocuteur commercial. Malgré mes demandes, je n'ai pas été remboursée. Je vous mets en demeure. Vous pouvez leur donner 8 jours. On n'est pas à 8 jours près, malheureusement. Je vous mets en demeure sous 8 ailes de me rembourser l'intégralité des montants. Vous les remettez et vous mettez, à défaut, bah, le dossier passera en contentieux. Voilà. Ça, voilà, ça vous coûtera le prix du recommandé et puis ça marquera un temps qui, si vous devez passer à une autre phase de contentieux, ça évitera de refaire une mise en demeure. On pourra directement, éventuellement, attaquer. J'espère que ça vous aide. On a pas mal de retours nous disant que cette formation a été très riche et nécessaire, bien que complexe. Voilà, c'est des sujets qui posent question et problème à un bon nombre d'agents de voyage. Oui. Emmanuel, si tu es d'accord, je donne ton adresse email dans le chat pour celles et ceux qui auraient des questions un peu plus spécifiques. N'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre et puis utiliser peut-être, si je puis me permettre, le helpdesk des agences, hein, le helpdesk Oui, tout à des fait. pros. Ouais. Alors, ça s'appelle le helpdesk des pros du tourisme, je crois. Ouais. On a des animateurs et modérateurs qui sont formidables, qui vont regarder vos questions si vous en êtes membre. Et on essaie de vous répondre dessus le mieux possible et tout à fait bénévolement. On est là pour s'entraider. Donc, posez vos questions de manière générale, sans citer de marque ni rien, pour éviter, moi, de me placer en conflit. On ne sait jamais, ça peut arriver. Voilà. N'hésitez pas également à retrouver ce replay dans quelques jours sur le site de l'IFTM et sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie toutes et tous, chers auditeurs, auditrices, pour votre attention et vos questions. Merci également à Emmanuel d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de faire ces formations avec toi. Et puis, on vous prépare et on vous réserve pas mal de surprises d'ici le salon que l'on espère pouvoir tenir, mais c'est en bonne voie, du 5 au 8 octobre 2021. À bientôt tout le monde. À très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde et merci. Au revoir et merci.